bonjour. Après les chefs d'État et de gouvernement à Birmingham, ce sera au tour des ministres de l'Environnement des 12 de se retrouver après-demain à Luxembourg. 5 des ministres d'ailleurs qui participeront à cette réunion sont d'ailleurs présents ce matin dans ce studio autour de monsieur Jacques Delors et de madame Ségolène Royal. Alors, réunion importante, madame, dans la mesure où la défense de l'environnement est un des domaines dans lesquels peut se construire cette Europe plus proche des citoyens que le sommet de Birmingham a appelé de ses vœux. Par définition, l'environnement n'a pas de frontières et se prête par conséquent très bien aux décisions supranationales. Alors, à Luxembourg, vous parlerez naturellement de cette question des déchets industriels, notamment des déchets toxiques, sur lesquels vous avez ameuté l'opinion française le mois dernier en cherchant à faire interdire le retraitement du pyralène australien en France, sans succès. Et votre échec pose d'ailleurs le problème de votre pouvoir réel au sein du gouvernement, un pouvoir que 70% des Français souhaiteraient plus large qu'il ne l'est aujourd'hui, si j'en crois le sondage publié ce matin par le journal du dimanche. Alors Arlette Chabot, chef du service politique de France 2, on parlera avec vous. Vous êtes socialiste, vous succédez à un ministre écologiste, qu'est-ce que ça change? Vous êtes jeune, quel regard portez-vous, quel jugement portez-vous sur la vie politique et sur ses archaïsmes? Albert Duroy vous demandera ensuite votre avis sur quelques grands problèmes de la société contemporaine, et puis vous parlerez de vous aussi. Mais nous allons commencer par les affaires de votre ministère qui couvrent déjà un champ extrêmement vaste. Nous en parlerons avec Jean-Marie Colombani, nous parlerons des décisions que vous êtes en train de préparer pour faire entrer dans les faits à la fois le sommet de Rio de juin dernier et le traité de Maastricht qui prévoit dans son article 2 que les 12 devront trouver les voies d'une croissance durable et non inflationniste respectant l'environnement. Alors, vaste projet, nous allons voir tout ça dossier par dossier, en commençant peut-être par les dramatiques inondations du Vaucluse, une vengeance de la nature dont on connaît depuis hier la facture financière exorbitante, 710 millions de francs. Je vais demander à Jean-Marie Colombani de venir s'installer là, mais pendant qu'il s'installe, je voudrais vous demander comment voulez-vous qu'on vous appelle? Madame le ministre ou Madame la ministre? Écoutez, que cette question fasse encore l'objet de plaisanteries en dit long sur l'évolution des mentalités. Je crois que c'est parfois aux petites choses que l'on voit l'état des mentalités dans un pays. Vous savez, il y a belle lurette que chez nos amis et voisins, je vois là ma collègue de Belgique, on l'appelle la ministre sans problème. En Italie, la ministra, la senatricia, il y a très longtemps. En France, on en est encore un peu, comment dirais-je, peut-être aux mentalités de la Haute-Égypte, où une femme pharaon, la Hatshepsut, est représentée sur les bas-reliefs avec une barbe pour bien montrer que le pouvoir est un attribut masculin. Donc moi, je n'ai pas honte. Vous en êtes tellement persuadé vous-même que dans la note de service que vous avez faite pour demander qu'on vous appelle Madame la ministre, vous l'avez adressée à messieurs les directeurs d'administration centrale, comme s'il n'y avait jamais de femmes. Heureusement que je connais mes directeurs d'administration centrale, ce sont tous des hommes. Cela dit, bon, chaque jour apporte son progrès dans les mentalités. Allez, Jean-Marie Colombani. Bien, alors, Vaison-la-Romaine, ça a été une catastrophe nationale. Alors, on ne va pas vous imputer la météo, pas plus qu'à vous qu'au gouvernement. Vaison et le Vaucluse. Le Vaucluse et puis les Pyrénées. Et puis les Pyrénées, l'Aude. Et l'Aude. Mais tout le reste dépend de l'homme. La façon dont on canalise ou on ne canalise pas les pluies, les eaux de pluie, l'endroit où on construit les routes, l'endroit où on dessine les périmètres pour construire les maisons, les emplacements de camping. Alors, quelle est la réaction du gouvernement par rapport à toutes ces kyrielles de problèmes en cascade? Tout dépend de l'homme, pas tout à fait. Je crois que la catastrophe de Vaison-la-Romaine, précisément, si elle était aussi terrible, c'est bien à cause de sa violence inouïe. Nous avons regardé les archives et nous avons vu que pour retrouver un phénomène de mousson de cette importance-là, il fallait remonter à 1440. Donc je crois que personne ne pouvait prévoir cette violence, mais notre responsabilité, c'est d'essayer de limiter les dégâts et de prévenir autant que l'on peut ce type de violence. Si on regarde les années récentes, on a l'impression que ce genre de catastrophe s'accélère, parce que Nîmes, ça n'était pas si ancien. Et on a l'impression également que, malgré tout, les élus et les décideurs, les promoteurs, etc., tous ceux qui ont une décision à prendre sont assez inattentifs par rapport à ce genre de problème. Parce que personne n'imagine jamais devoir subir ce type de fléau.
Donc c'est ça la difficulté. Et en plus, je crois qu'on ne peut pas maîtriser tous les éléments de la nature. On cherche toujours, chaque fois qu'il y a une catastrophe naturelle, des responsabilités. Eh bien non, parfois la nature a des puissances qui dépassent celles de l'homme. Cela dit, je crois qu'il faut en tirer les leçons de cette catastrophe de Vaison-la-Romaine, car effectivement, il y a 52 communes qui ont été identifiées comme étant en situation de grande fragilité et de grand danger. Et le ministère de l'Environnement, qui est chargé de la prévention des risques majeurs, va tirer les leçons de cette catastrophe de Vaison-la-Romaine. Va tirer quelles leçons? C'est-à-dire, d'abord, nous avons envoyé discrètement, parce que c'est pas la peine aujourd'hui, je crois que l'urgence, c'est de panser les plaies. Il y a 7000 familles, vous parliez du bilan, il y a 7000 familles en situation de grande difficulté aujourd'hui. Donc je crois que pour en tirer les leçons au plan de la prévention, il faut d'abord respecter les victimes et le faire au moment opportun. Mais ce que nous allons faire avec le ministère de l'Environnement et le ministre de l'Équipement, Jean-Louis Bianco, c'est que d'abord, nous avons envoyé 3 inspecteurs sur place, 3 ingénieurs, qui rendront leur rapport dans un mois. Ce rapport sera rendu immédiatement public, et pas un an après, comme après la catastrophe de Nîmes. Deuxièmement, les Français ont droit à être informés. C'est écrit dans la loi. Ce qui me choque, c'est qu'on puisse arriver dans un camping, s'installer, et ne pas savoir que ce camping est en zone inondable. Là, il y a un vrai respect de la vie humaine. Donc, c'est donner une obligation de résultat au préfet, qui vont contrôler la façon dont les maires vont implanter des panneaux d'affichage indiquant zone inondable. Mais je vais arrêter la dimension du panneau d'affichage, que ça ne soit pas collé derrière un arbre, parce que c'est vrai que ce n'est pas économiquement porteur d'être en zone inondable, y compris pour les promotions immobilières. Donc, obligation d'affichage avec des dimensions sur les affiches et une intensité dans l'implantation de ces affiches. Ensuite, je suis en train de préparer un décret pour donner au préfet le pouvoir d'interdire les campings en zone inondable. Car là aussi, il n'est pas possible que des vies humaines soient entre les mains de quelqu'un qui tient un camping. Donc il faut que l'État assume ses responsabilités en matière de sécurité. C'est ça le rôle d'un ministère de l'Environnement, c'est de veiller à la sécurité. Il y a 2 autres points qui sont beaucoup plus sensibles. C'est le problème des plans d'exposition au sol, des plans d'exposition au risque et donc des plans d'occupation des sols. Ces plans d'exposition au risque qui avaient été recommandés dans le rapport qui avait suivi la catastrophe de Nîmes ont mis du temps à se mettre en place. Pourquoi ? Parce que ça coûte cher et parce que c'est compliqué. Donc ce que nous allons faire avec le ministre de l'Équipement, c'est renforcer la charge de la preuve, c'est-à-dire établir des zones sujettes à risque, y mettre les réglementations d'interdiction de construction et appliquer seulement après les études qui permettront de lever les interdictions et pas l'effet inverse. Enfin, le dernier point difficile avec lequel j'ai longuement parlé avec le maire de Vaison-la-Romaine, c'est le suivant. Va-t-on autoriser les citoyens à reconstruire au même endroit, là où les maisons étaient déconstruites ? La réponse ? La réponse est aujourd'hui, les familles ne veulent pas réhabiter dans ces maisons-là. Mais les assurances n'indemnisent que la reconstruction à l'endroit où les murs se sont écroulés. Dès lors que les fondations sont restées en place, les assurances n'indemnisent que les murs et le toit à remettre au même endroit. Les fondations, si on peut dire. Si l'on peut dire. Enfin, donc ça, c'est pas normal. Donc il faut mettre en place un interlocuteur, un pool des assureurs et permettre aux familles de les indemniser suffisamment pour qu'elles ne reconstruisent pas au même endroit. Bien, voilà, on va quitter ce Vaison-la-Romaine pour aborder le sommet de Luxembourg, dont François-Henri a parlé tout à l'heure, et pour n'en retenir qu'un aspect de l'ordre du jour, celui des déchets, parce que vous vous êtes signalé à l'attention de l'opinion à propos de cette affaire de déchets hospitaliers et les problèmes de décharges sauvages, puis il y a eu l'affaire du pyralène australien et le démenti que vous a infligé le gouvernement. Et enfin, oui, et vient maintenant devant nous, cette semaine même, on attend l'arrivée d'un bateau japonais chargé de rapatrier du plutonium de l'usine de La Hague vers le Japon, avec probablement des manifestations de Greenpeace et une demande de la part des écologistes qui est, en matière de plutonium, de tout arrêter, de stocker au fond le plutonium tel qu'il est à La Hague pour lancer une vaste réflexion sur les risques du plutonium. Alors, quelle va être votre attitude par rapport à ce problème des déchets? Je pense que l'action d'un ministre de l'Environnement doit s'inscrire dans la durée. C'est-à-dire, un ministre de l'Environnement doit essayer de prévoir ce qui va se passer, dans quelle direction vont les normes. Il doit aussi, ou elle doit aussi s'appuyer sur des principes clairs. En ce qui concerne le problème des déchets, les principes sont clairs. Ils ont à la fois été réaffirmés lors du sommet de Rio dans l'agenda 21. Ce sont des principes de proximité, de précaution et d'autosuffisance. C'est ce que nous avons appliqué à propos des déchets allemands.
Précaution, ça veut dire qu'il faut limiter les mouvements de déchets, sinon il y a des trafics. Proximité, ça veut dire qu'il faut traiter les déchets à proximité de l'endroit où ils sont produits. Autosuffisance, ça veut dire que chaque pays est responsable de ses propres déchets. Alors, le principe d'autosuffisance, on l'a vu à propos du pyralène australien, s'oppose à une autre donnée forte qui est économique, celle-là, qui est que la France, par exemple, dispose d'une technologie adaptée au retraitement du pyralène, comme elle dispose d'une technologie adaptée au retraitement des déchets nucléaires, et que si elle dispose de cette technologie, pour la rentabiliser, elle va devoir accueillir des déchets venant non seulement de l'intérieur de la communauté, mais au-delà de la communauté. Alors comment vous allez concilier ce principe d'autosuffisance avec les nécessités économiques qui tiennent à l'existence d'une technologie française? L'autosuffisance, elle doit s'appliquer pays par pays lorsqu'il s'agit des déchets ménagers. On produit nos épluchures de pommes de terre, chaque pays est capable de mettre en place des décharges, des systèmes d'incinération pour traiter ces déchets-là. Les déchets industriels, c'est déjà plus compliqué. Chaque pays ne peut pas avoir la technologie, pays par pays, pour traiter, parce qu'il y a des investissements très lourds à faire, parce qu'il y a des technologies de pointe à faire. À ce moment-là, le principe doit être l'autosuffisance au niveau des continents. C'est-à-dire qu'il faut quand même rester ferme sur les principes de non-transport d'un bout à l'autre de la planète de déchets dangereux. Pourquoi ? Parce que dès que les déchets sont baladés sur une longue distance, les bateaux font escale dans les pays du tiers-monde pour y déverser des cochonneries, etc. Donc ça, c'est dans la Convention de Bâle, c'est dans la directive européenne, c'est dans les conclusions du sommet de la planète Terre à Rio. Et moi, en tant que ministre de l'Environnement, je dois être ferme sur ces principes. Car il faut que l'on établisse pour la gestion de la planète des règles claires d'organisation du transport des déchets qui sont à la source d'une des premières nuisances de la planète. Donc revenons-en au PCB australien. Ma position, c'est de dire qu'il faut que les continents s'équipent. Et donc la France doit équiper l'Australie, vendre sa technologie. C'est bon pour l'emploi en France, c'est bon pour la présence de l'industrie française dans cette partie du globe. Et c'est bon pour la protection de la planète, car personne ne peut justifier qu'on puisse aller chercher à l'autre bout du globe des déchets pour être retraités en France. La France n'est pas la machine à laver du monde entier. Donc chaque pays doit prendre ses responsabilités. Et quand j'ai eu la ministre australienne au téléphone, car qu'est-ce qui s'est passé ? Le bateau de PCB est arrivé. Il a été refoulé par les Anglais, il a été refoulé par les Belges, il a été accepté par la France. Première question d'une ministre française de l'Environnement. Pourquoi accepterait-on ce que les autres pays européens n'acceptent pas ? Car dans les autres pays européens... Là, Dominique Strauss-Kahn, qui est votre collègue de l'industrie, a répondu parce que nous avons une technologie sur place qui est apte à traiter ce genre de choses et que ça rapporte des devises au pays. Et un contrat. Mais ça ne voilà. Et puis il y avait un contrat en plus. Mais ça ne justifie pas. La technologie, on peut la vendre, la technologie. Alors la ministre australienne me dit « Ah, mais mes écologistes ne veulent pas qu'on installe des usines d'incinération en Australie. » Inacceptable. Inacceptable. Chaque continent doit traiter ses propres affaires. En revanche, il y avait un contrat. Ce qui veut dire que l'arbitrage du Premier ministre, il s'appuie quand même sur quelque chose qui est acceptable. C'est l'exécution des contrats en cours, des contrats qui ont été signés. Ça veut dire 700 tonnes pour l'Australie, 200 tonnes pour la Nouvelle-Zélande, mais au-delà, il y a encore 20 000 tonnes à traiter en Australie. Et moi, je ne signerai aucun autre nouveau contrat, car je veux que nos industriels aillent équiper l'Australie. Là, on a parlé beaucoup du pyralène, mais la question qui va être dans tous les esprits cette semaine, c'est le plutonium, produit éminemment dangereux, qui ressort des usines de l'usine de retraitement de La Hague. Alors, quelle va être votre position par rapport à ce... Et qu'on trouve dans les coffres de voitures, apparemment. Non, on trouve de l'uranium dans les coffres de voitures allemands, mais là, ça circule, quoi. Voilà, mais il s'agit là, alors vous disiez ne pas transporter sur les longues distances, le bateau va arriver à Cherbourg pour repartir vers le Japon, chargé d'1 tonne de plutonium, alors qu'on sait qu'un microgramme de plutonium est excessivement dangereux. Et ma position sera la même. C'est-à-dire que je pense que le transport de matières dangereuses sur longue distance n'est pas un progrès pour la planète, mais qu'aujourd'hui, de quoi s'agit-il ? Il s'agit d'un retour vers le Japon de son plutonium. Je préfère que le Japon récupère son plutonium plutôt que celui-ci reste en France. C'est le premier point. La deuxième observation, c'est que les Japonais sont en train de construire une usine de retraitement. Donc, nous nous acheminons vers l'autosuffisance. Donc, ce principe-là est respecté. Donc, à la fois proximité, parce que c'est vrai que ce n'est pas un progrès, autosuffisance, parce que les Japonais sont en train de l'équiper, et enfin, retour des déchets ultimes vers l'envoyeur. C'est aussi un grand principe qui a été affirmé au plan international. Bien, il y a un troisième grand dossier qui est sur votre bureau, que vous avez d'ailleurs déposé, ou que vous n'allez pas tarder à déposer sur le bureau de l'Assemblée nationale, c'est celui du paysage, puisqu'on parle beaucoup aujourd'hui du paysage rural, etc.
Comment allez-vous gérer cette affaire? Parce que là encore, vous vous situez au cœur d'une contradiction. Tout à l'heure, contradiction entre l'industrie et l'environnement, avec le problème du paysage, contradiction entre les logiques d'urbanisation et la protection d'un patrimoine paysager. Comment abordez-vous cette question? À mes yeux, la politique du paysage, pourquoi c'est une priorité majeure? Parce que j'observe que chaque fois que la nature est souillée, chaque fois que les paysages sont dégradés, ce sont les hommes et les femmes qui sont méprisés. Donc la protection et la reconquête des paysages, c'est un combat social majeur. Et tout converge vers là. La propreté de l'eau, la propreté de l'air, le respect que l'on met dans la façon dont on construit les choses, la protection de l'espace rural, l'équilibre entre le rural et l'urbain. Tout cela converge vers les paysages. Donc pour moi, c'est un combat social majeur, c'est une question d'égalité des chances majeure devant la nature. Car ceux qui ont du pouvoir, on le voit bien quand il y a des conflits autour des grandes infrastructures, ceux qui ont du pouvoir, ceux qui arrivent à s'organiser, ce sont en général les gens cultivés, les gens qui ont des moyens, ils arrivent à protéger leur environnement. Les autres sont trop pris par les problèmes de la vie quotidienne, le chômage, l'emploi, l'éducation des enfants. Et donc ma responsabilité, c'est de répondre à cette inégalité-là. En même temps, à l'heure de la décentralisation, on a du mal à imaginer ce qu'on peut mettre dans une loi pour protéger quoi? Pour figer le paysage français? Non, au contraire. Je pense que le paysage, c'est à la fois le passé, c'est-à-dire c'est à la fois l'histoire, notre géographie, mais c'est aussi une notion très moderne, c'est-à-dire qu'il faut la reconquérir. Il faut les reconquérir, ces paysages, en ville. Il faut préserver leur spécificité, leur authenticité en milieu rural. Il faut reconquérir les entrées de bourgs, les entrées de villes, les paysages de rivières. Il faut remettre de l'espace dans les villes. Car aujourd'hui, le paysage, il est vu en creux. C'est ce qui n'est pas construit. C'est ça qu'il faut changer. Vous allez lever une armée de paysagistes, vous allez reconvertir... Ce serait bien, s'il y avait plus de paysagistes en France, ce serait bien. Vous allez reconvertir les paysans. Je vais faire un permis paysager, c'est-à-dire un volet paysager au permis de construire pour changer les mentalités. Je vais mettre un volet paysager obligatoirement dans les plans d'occupation des sols pour que les collectivités humaines réfléchissent à ce qu'est leur identité paysagère. Je vais créer des directives nationales du paysage pour que l'on puisse avoir un outil plus souple que les classements qui sont trop rigides, mais qui puisse désigner à l'ensemble de l'opinion publique quels sont les paysages qui constituent notre patrimoine commun. Merci Jean-Marie Colombani. Alors, calendrier de tout ça, parce que les gens se disent évidemment qu'ils nous écoutent, en mars prochain, vous ne serez probablement plus au gouvernement. Quand est-ce que ça va être voté par les députés? Là, à cette session, le Premier ministre a arbitré à la fois le projet de loi sur le bruit et le projet de loi sur les paysages. Ils seront donc présentés à cette session. On ne va pas parler du bruit, on en parlera peut-être tout à l'heure. Arlette Chabot. Madame, je voudrais savoir quelle est la différence entre un ministre de l'Environnement écologiste, façon Brice Lalonde, et un ministre de l'Environnement socialiste comme vous. Écoutez, moi, ce que je souhaite, c'est être jugée à mon action. Et cette action-là, je l'engage dans un projet global de société. Ce qui m'intéresse pour l'environnement, c'est pas seulement pour protéger la faune, la flore, les animaux, c'est de protéger l'homme. C'est de protéger... Pour moi, l'écologie, c'est d'abord un humanisme. Et ce qui me préoccupe, c'est la réduction des inégalités devant l'environnement. C'est comme cela que j'ai choisi mes priorités. Ce qui me préoccupe aussi, c'est à la fois la recherche d'un équilibre, et finalement, c'est au cœur de la politique, c'est au cœur de la construction d'un nouveau modèle de société ou de développement. C'est la recherche des équilibres. Les équilibres au niveau des territoires, les équilibres au niveau des générations, les équilibres au niveau des peuples, c'est ce qu'on a vu au sommet de la planète Terre à Rio. Et donc si je voulais résumer d'un mot, moi je suis une social-écologiste. Social-écologiste. Socialiste, oui. Non. On ne peut plus dire qu'on est socialiste aujourd'hui. Si, je suis socialiste parce que je ne veux pas renier d'où je viens. Et ce n'est pas au moment où les socialistes vont mal que je quitterai cette étiquette. Je n'ai jamais tellement été aimée par les socialistes, que ce soit au plan local ou au plan national. Et pourtant, ce n'est pas aujourd'hui où ça va mal, où je vois tant d'hommes qui ont été, au fond, des sectaires du socialisme, le quitter aujourd'hui. C'est peut-être justement en ce moment que j'ai envie d'y rester. Pourquoi ? Parce que dans le socialisme, finalement, c'est peut-être un des mots les plus beaux qui puissent exister. C'est tout simplement la conviction que l'homme doit s'améliorer, que la société doit s'améliorer, que les inégalités doivent reculer, qu'il y a un projet social majeur, que l'État a un rôle à jouer. Tout cela, c'est le socialisme. Mais c'est vrai que les Français n'acceptent plus les mots en isme. Je crois que depuis la chute du mur de Berlin, il y a avant le mur, après le mur, comme il y avait avant 14, après 14, socialisme, ça ne passe plus, donc il faut qu'on y réfléchisse.
Alors, je voudrais savoir, une petite question sur l'écologie et sur votre action. On disait tout à l'heure, 70% des Français souhaiteraient, par exemple, que vous ayez davantage de pouvoir. Mais alors, on a l'impression, pour l'instant, que c'est un peu l'écologie, une façon de faire des cadeaux. Je reviens à cette affaire des barrages de la Loire. On les a supprimés pour faire plaisir aux Verts, disait-on il y a un an. Aujourd'hui, on rétablit un barrage, celui de Chamonchard, pour faire plaisir aux communistes. Alors, est-ce qu'au fond, vous n'êtes pas là pour faire la pêche aux voix, une fois du côté des Verts, une fois chez les communistes ? La pêche aux voix, tout dépend ce qu'on entend par la pêche aux voix. Bon, s'il s'agit de travailler pour l'environnement des Français et de faire en sorte qu'ils se disent que le travail du gouvernement a été bien et donc il faut le soutenir, tant mieux. Mais en ce qui concerne le barrage de Chambonchard, moi, je trouve très choquant le procès d'intention qui a été fait. Car peut-on imaginer que je puisse accepter de sacrifier l'environnement au nom d'une cause qui n'aurait rien à voir avec elle ? Mais on m'aurait demandé une chose pareille, mais j'aurais quitté le gouvernement. Donc c'est pas pour faire plaisir aux députés. Mais on n'a pas rétabli le barrage de de Chambonchard. L'arbitrage qui a été rendu par Édith Cresson n'est pas remis en cause. Ce qui change aujourd'hui, c'est que de toute façon, la loi sur l'eau interdit que l'on fasse de gros barrages. On ne gère plus la ressource en eau comme on le faisait il y a 5 ou même il y a 3 ou 4 ans. Donc aujourd'hui, de quoi s'agit-il ? La situation était complètement bloquée sur le terrain, complètement. Les élus locaux, les associations ne se parlaient plus. Quand il y a une dégradation du dialogue social, qu'est-ce qu'on fait ? On s'arc-boute ou on rouvre le dialogue ? On rouvre le dialogue, c'est ce que Pierre Bérégovoy a décidé. C'est ce qui a été fait dans le cadre d'une commission d'enquête qui travaille en toute transparence. L'étude d'impact sur Rochebu, qu'avait décidé le précédent gouvernement, il avait décidé de faire Rochebu et de ne pas faire Chambonchard. Aujourd'hui, nous remettons sur la table Rochebu, qui reste, les études se poursuivent, elles me seront données à la fin du mois, je les mettrai sur la table, on verra ce que ça donne. Elles n'étaient pas toutes bonnes pour l'environnement, les décisions relatives à Rochebu. Et l'on va comparer avec un petit barrage à Chambonchard. C'est une idée que n'a pas eu le gouvernement, c'est une idée qui est née de la commission d'enquête. Et les associations de protection de la nature, notamment Loire Vivante, qui sont des associations remarquables et responsables, ont été d'accord pour la réouverture du dialogue. Donc rendez-vous fin novembre pour l'étude d'impact sur Rochebu, rendez-vous fin décembre pour la comparaison entre les deux petits barrages et l'on verra si le procès d'intention qui a été fait au Premier ministre est fondé ou non. Vous regrettez qu'il n'y ait pas de véritables écologistes au gouvernement avec vous, que certains ne soient pas entrés à l'occasion du remaniement, par exemple ? Oui, bien sûr, parce que je pense qu'ils apportent quelque chose d'important à la vie politique française. J'ai la conviction que les valeurs de protection de l'environnement sont des valeurs collectives, c'est un patrimoine commun que l'on défend. Et que par conséquent, ce sont des valeurs de progrès, les valeurs de protection de l'environnement. Donc je pense, oui, que nous devons travailler ensemble. Alors je reviens au socialisme et à votre engagement. Quelle est votre originalité aujourd'hui ? Quelle est votre différence entre votre génération et celle, par exemple, qui a fondé le Parti socialiste, celui d'Épinay ? Quel est votre message ? Quelle est votre originalité ? Je pense que c'est difficile, parce que pourquoi serait-on meilleur que les anciens ? Je pense différent, en tout cas. Ou différent. Moi, je crois que c'est l'action qui nous différencie. Je pense que le monde change vite. On arrive dans un système politique qui a perdu ses points de repère. C'est dû probablement à l'effondrement aussi du communisme à l'Est. Donc nous sommes devant une reconstruction à faire. Donc il faut retrouver des idées tout en restant fidèle à nos valeurs, aux valeurs de la gauche, aux valeurs des forces de progrès. Mais en même temps, tout reste à reconstruire. Et aujourd'hui... Vous avez 2-3 idées à développer, on ne va pas faire un programme parce qu'on n'a pas le temps, mais 2-3 points forts, 2-3 valeurs auxquelles vous vous référez vraiment aujourd'hui. Je pense que les valeurs fondamentales, ce sont les valeurs du partage et les valeurs des équilibres. Et il faut réinscrire la politique dans le temps. C'est ce que fait d'ailleurs l'environnement. Moi, j'y suis plus portée que d'autres parce que chaque fois que nous prenons une décision, que je prends une décision, ça engage le long terme, ça engage les générations futures. Il faut réinscrire la politique dans le temps, lui redonner des perspectives et il faut s'arc-bouter sur la recherche des équilibres. En gros, nous serons jugés sur quoi ? Disons que si on résume un peu l'état de la société française, comme des sociétés européennes, il y a un groupe central, à peu près 7 Français sur 10, qui vivent moyennement ou qui vivent correctement. Il y a 10% de Français qui vivent bien et très bien, et puis il y a 20% qui sont très fragiles ou attirés vers la pauvreté. Quel est l'enjeu majeur de la politique aujourd'hui ? C'est de se dire que les enfants de ces 20%-là doivent pouvoir grimper au-dessus, grâce à l'éducation, grâce à la promotion. Donc tout ce que l'on mettra en place qui permettra aux enfants de ces 20%-là fragilisés, des banlieues, des villages pauvres, ou même le problème du tiers-monde, c'est la même chose. Donc tout ce qui permettra à ces 20%-là d'avoir l'espoir de grimper, c'est essentiel. Et pour le groupe central, tout ce qui permettra de consolider leur sécurité, leurs acquis,
mais aussi, leurs espoirs vers quelque chose de fort. La politique, elle doit aussi redonner une fierté de la pensée, c'est-à-dire répondre à la fois aux problèmes concrets et répondre aux problèmes après 12 ans de planétaires. pouvoir, c'est encore crédible. Pardon, Arlette, vous pensez qu'en réintroduisant la durée dans la politique, vous ferez mieux ressortir les différences entre une gestion de gauche et une gestion de droite sur le long terme, sera Bien plus sûr. lisible, plus visible Bien sûr. que des décisions au jour le jour? Bien sûr. Pourquoi ? Parce que il faut, pour gérer dans la durée, il faut aussi que l'État, donc que les valeurs collectives, prennent le dessus par rapport à la loi du marché. La loi du marché, elle règle les choses immédiates. On l'a vu sur le PCB australien. La loi du marché, c'était le respect des contrats, le respect d'une entreprise. C'était légitime aussi. Le choix du long terme, c'est de se dire, mais ouvrons les yeux, demain, ça ne sera plus possible de transporter des matières. C'est pareil, c'est vraiment l'illustration que l'environnement doit être visionnaire. La politique doit être visionnaire. Elle doit voir le monde dans 5, 10 ans, dire aux Français, voilà comment nous voyons le monde dans 5 ou 10 ans, et redonner cette fierté de la pensée. Est-ce que vous êtes touché, non pas concerné directement, mais un peu sans doute catastrophé par la crise morale que semble traverser le Parti socialiste, les affaires? Est-ce que vous pensez qu'il y a eu un certain laisser-aller chez vos amis? Oui, ça me fait mal. Ça me fait mal, et surtout ça me fait mal pour les militants, parce que je crois qu'il y a une grande désespérance des militants socialistes qui sont là depuis longtemps, qui y croient, et je crois qu'il faut reconstruire cela. C'est aussi ce que nous essayons de faire dans ce club témoin. C'est parce que la politique, ce n'est pas seulement être candidat à des élections. La politique, c'est retrouver des lieux de débat, c'est retrouver des lieux de convivialité, c'est réfléchir aux valeurs qui nous animent. Si vous dites club témoin, par exemple, votre club, bon, ça veut dire qu'on ne peut pas discuter. Ce sont un certain nombre, effectivement, de jeunes, comme l'on dit, du Parti socialiste comme vous, aussi des intellectuels qui se retrouvent autour de Jacques Delors et qui vont effectivement essayer d'élaborer un certain nombre de propositions pour l'avenir. Si on crée ces clubs en marge du Parti socialiste, ça veut dire qu'on ne peut plus discuter, où il n'y a plus d'idées possibles au PS? Non, c'est qu'il est, je pense, prisonnier des échéances électorales, comme tout parti. C'est-à-dire qu'il s'occupe des désignations aux prochaines élections. C'est aussi son rôle. Et je pense aussi parce qu'il est déserté par les militants. Le Parti socialiste n'a pas évolué. Il fonctionne comme il y a encore 40 ou 50 ans. Il n'a pas vu qu'il y avait la télévision. Il n'a pas vu qu'il y avait une aspiration à la convivialité. Il y a un jeune premier secrétaire du Parti socialiste qui oui, mais je pense qu'il est préoccupé par les échéances électorales. Et la politique, ce ne sont pas que les échéances électorales. Donc il faut redonner des idées à la gauche. Et c'est ça, c'est redonner des vitamines, redonner des lieux de débat. Il y a une aspiration extraordinaire pour retrouver ces lieux de débat. Alors, en parlant un petit peu quand même justement de problème électoral, est-ce que vous souhaitez une alliance électorale ferme avec les écologistes pour les prochaines législatives sur un programme? Jusqu'à présent, M. Fabius avait proposé un certain nombre de circonscriptions. Ça n'a pas très bien été reçu effectivement par les Verts ou par Génération Écologie, car faisait la proposition, il faut quoi? Il faut conclure un programme, et à quel prix? Je pense déjà que c'est pas en se promenant avec des circonscriptions sous le bras qu'on va conclure des alliances. Donc je crois que les alliances, elles peuvent se faire sur un programme. C'est un peu aussi l'échec de l'ouverture d'une certaine façon. Il y a eu des ouvertures vers des personnalités, mais pas vers de véritables forces et pas sur la base de véritables programmes. Jean-Pierre Soisson, par exemple, ça c'était pas une bonne idée? Si, mais c'est une ouverture vers une personnalité, mais ça ne repose pas sur une véritable force politique ni sur un programme. Donc ça, de ce point de vue-là, ça a été trop court, mais parce qu'il n'y avait pas eu de possibilité de faire autre chose. Personne n'est venu pour accepter donc cette ouverture sur la base d'une alliance solide. Donc je crois qu'il faut d'abord construire cette plateforme conjointe. Ça s'est fait entre les Verts et les socialistes dans le Nord-Pas-de-Calais. Ça prouve que donc c'est possible. Donc je crois que aussi avec des Verts et un président d'opposition, UDF, en Lorraine par exemple. Oui, mais si vous regardez la différence entre les deux accords, d'un côté vous avez un programme de société, de gestion de la région qui n'est pas limité aux problèmes d'environnement, qui s'étend aux problèmes de développement durable sur la région, de lutte contre les inégalités, de transparence, car c'est très important la façon dont on procède aujourd'hui avec les citoyens. Et en région Lorraine, vous n'avez rien. Vous n'avez d'accord aucun programme. C'est un accord partisan. Donc ça, les Lorrains jugeront, c'est leur affaire, aux Verts de Lorraine. Mais la différence est considérable. Donc vous dites véritable programme, et je disais à quel prix, c'est-à-dire en kilomètres d'autoroute en moins, en construction diverses en moins? Qu'est-ce qu'il faut accepter? Qu'est-ce qui est acceptable et qu'est-ce qui ne l'est pas? Moi, je pense que la protection de l'environnement ne se négocie pas comme des bouts de chandelle. Je pense qu'il faut se mettre d'accord sur les vraies valeurs. Et ces vraies valeurs, c'est celles que je donnais tout à l'heure. Comment produire autrement
comment veiller d'abord aux hommes par rapport au paysage. Je crois que protéger la faune et la flore, ça n'a aucun intérêt si on doit construire des campagnes vides, par exemple. Aucun intérêt. Donc le vrai problème, c'est l'équilibre humain. C'est montrer que l'environnement, c'est aussi un humanisme. Donc c'est sur ces valeurs-là qu'il faut que nous nous mettions d'accord, et pas en pinaillant sur un nombre de kilomètres d'autoroute. D'un mot, vous vous sentez plus proche aujourd'hui des écologistes que des communistes? Est-ce qu'il faut conclure un accord Oui, avec les je deux? me sens plus proche des écologistes que des communistes. Oui. Donc il vaut mieux sacrifier, entre guillemets, les communistes pour conclure des accords avec les Verts Écoutez, je crois que tout le monde est bienvenu dans la recomposition d'un grand mouvement du progrès. Tout le monde. Il y a à la fois la tradition mutualiste ouvrière, il y a à la fois la tradition républicaine pour l'intervention de l'État, il y a la tradition démocrate chrétienne de la charité qui passe de l'abbé Pierre jusqu'à la démocratie chrétienne, il y a la tradition internationaliste, il y a la tradition laïque qui veut que personne ne reste de côté, quelles que soient ses convictions. Il y a tout cela à faire converger dans une grande force de mouvement. Donc tout le monde y a sa place. Alors, Jacques Delors est là aujourd'hui, tout le monde a pu le voir déjà. Est-ce que vous avez oublié d'inviter Michel Rocard ou est-ce qu'il n'était pas disponible aujourd'hui? Ou pour dire les choses très clairement, est-ce que vous souhaitez que Jacques Delors accède à d'autres responsabilités pour les Français? Écoutez, ce que je crois, de toute façon, Jacques Delors est là aussi parce que je crois qu'en politique, il faut être fidèle. Moi, je suis à la fois fidèle à Jacques Delors qui nous aide depuis 5 ou 6 ans. Souvenez-vous de l'épopée des transcourants. Nous n'étions pas en odeur de sainteté. Fidèle à François Mitterrand parce que c'est lui qui m'a initié à la politique. Fidèle à Pierre Bérégovoy parce qu'il est le Premier ministre qui m'a choisi dans son gouvernement. Et que l'échéance maintenant, ce sont des échéances législatives. Ce ne sont pas des échéances présidentielles. De toute façon, qui va choisir le candidat? Ce sera l'opinion publique qui choisira le candidat. Plus le sondage que le PS, alors? Plus le sondage que non, plus les Français qu'un parti qui, de toute façon, comme tous les partis, ont beaucoup de travail à faire devant eux pour reconquérir la confiance des citoyens. Merci Arlette Chabot. On enchaîne avec Albert Duroy. Bonjour madame. Avant de revenir à des problèmes politiques ou à des problèmes d'écologie ou d'environnement, je voudrais avoir des nouvelles du bébé d'abord. Qu'est-ce que vous voulez me dire, monsieur Duroy? Moi, je veux rien vous dire, je voudrais avoir des nouvelles du bébé dont on si attend parler. posez là votre question. Je m'en doutais bien. Ça va bien, merci. Bon, Qu'est-ce que vous voulez me dire? Est-ce que j'ai eu raison de montrer mon enfant? Voilà. Bon, c'est au Vous mois n'aviez de pas juillet. vu? C'est au mois de juillet, je crois. On a vu sur toutes les Qui était antennes et dans votre les journaux quatrième, Oui. la naissance, enfin pas la naissance, mais le bébé à peine né. Oui. Est-ce que c'était un dérapage de la vedettarisation de la politique? En tout cas, tout le monde avait vu que j'étais enceinte. Oui. Donc vous n'avez pas été surpris. Non, mais c'est pas là ma question. En tout cas, ce qui est quand même très étrange, c'est que ceux qui m'ont sollicité sont ceux-là même qui m'ont fait des reproches ensuite. Et vous qui avez analysé très récemment dans un brillant ouvrage le fonctionnement des médias, Ça, on en parlera ce soir à Bouillon de Culture, c'est un autre sujet. Vous auriez pu dire... Vous avouerez quand même que c'est un peu étrange. Vous auriez pu dire non. J'aurais pu dire non, mais écoutez, moi... Non, mais il y a une tendance globale, inquiétante pour les uns, normale pour d'autres, il y a une tendance au non-respect grandissant de la vie privée. Oui. Est-ce que des gens qui sont sous les feux de la rampe, comme un ministre, Oui. n'alimentent pas cette tendance en se prêtant, pour des raisons qu'on ne comprend pas bien, ou plutôt qu'on comprend parfois, en se prêtant à ce petit jeu? La question mérite d'être posée. Je me la suis posée quand j'ai vu toutes les réactions de la Vous presse. avez répondu quoi? La réponse est difficile. Vous avez regretté ou pas? Non, je n'ai pas regretté. Je n'ai pas regretté. Je vais vous dire pourquoi je n'ai pas regretté. Parce que je pense aussi qu'il y en a assez de ne pas pouvoir concilier dans ce pays la maternité et la vie professionnelle. Et que finalement, montrer au pays qu'il est possible de concilier la maternité et la vie professionnelle, c'est aussi un message essentiel qu'il faut donner au pays. Et vous croyez, alors on me dit, mais vous êtes une superwoman. Non, je ne suis pas une superwoman. Oui, j'ai été fatiguée. Oui, j'ai eu le baby blues comme toutes les femmes. Mon tort, c'est peut-être justement de ne pas aller dire à la télévision, je suis fatiguée, j'ai eu le baby blues. Mais à ce moment-là, qu'aurait dit la presse? On aurait dit, mais de quoi elle se plaint, celle-là? Vous croyez qu'une femme d'agriculteur, quand elle rentre chez elle, elle se met dans une chaise longue? Vous croyez qu'une femme d'ouvrier ou d'employé qui rentre chez elle, qui a 2 gosses à la maison, le mari, elle ne se remet pas à faire les courses, elle travaille? Donc qu'est-ce que c'est que cette idée que les femmes qui sont enceintes n'ont plus le droit de travailler ou de cogiter avec leur tête? C'est pas acceptable quand même des procès d'intention pareils.
Bon, mais voilà l'explication donnée. C'était l'occasion que je voulais vous donner. Sur une autre chose qui a vous n'êtes pas concerné directement, qui a agité un peu les gens ces dernières semaines. Est-ce que vous êtes choqué par Madonna? Choquée, intriguée. Je suis très intriguée par Madonna. Choquée, non. Non, mais parce qu'on voit dans certains journaux qui traînent sur les tables familiales des photos qui peuvent prêter éventuellement. Vous savez, on en voit bien pire à la télévision, hein, je vais vous dire. Donc, c'est pas les jambes en l'air de Madonna qui vont émoustiller la France entière. Non, ce qui m'étonne, c'est le contraste entre cette poupée autrichienne, telle qu'elle est apparue à la télévision, et effectivement toute sa médiatisation de sexe symbole. Ça, c'est très Vous avez étrange. le sentiment qu'elle joue avec nous? Non, je sais pas. De toute façon, c'est pas mon sujet. Je veux dire par là, je regarde ça comme une curiosité. Alors justement, votre sujet, arrivons-en, vous venez de l'évoquer, vous avez fait il y a quelques années un livre qui a fait parler de lui, qui s'appelle Les bébés zappeurs. Oui. Et Le ras-le-bol des bébés zappeurs. Vous n'avez pas eu d'ennui avec l'Académie française à ce propos-là? Parce que vous savez qu'elle vient de chercher des noises à la sécurité sociale pour Sacrin. Oui, non, mais j'avais été sélectionnée pour le prix des essais de l'Académie française et j'ai été éliminée à cause du titre. Effectivement, Alors, qui n'était pas en bon français. Dans ce livre, vous partez en guerre contre les dangers, pour les enfants notamment, Oui. principalement de la violence, du sexe à la télévision. Est-ce que depuis ce livre, qui doit dater de 3 ans 89. 4 ans, est-ce que ça fait des progrès? Eh bien, écoutez, je vais vous dire, j'ai un gros problème. C'est vraiment, je n'ai plus le temps du tout de regarder la télévision. Ça date depuis le temps où vous êtes ministre, c'est-à-dire oui, mais 6 c'est mois. important parce que ça évolue très vite depuis quand même 6 la mois, télévision. ça peut évoluer. Moi, je pense, oui, je pense que ça évolue très vite. En tout cas, ce que je crois, c'est qu'il y a là aussi une écologie de la communication sur laquelle on devrait réfléchir. Car on n'a pas le droit non plus, compte tenu de l'impact qu'a la télévision, même par rapport à l'école, puisqu'un enfant passe autant de temps devant la télévision qu'à l'école, on n'a pas le droit de laisser fonctionner la télévision sur les règles du marché, les règles du profit, la rentabilité de la pub pour les jouets, etc. Et chacun sait que ce qui attire l'œil d'un enfant, c'est la violence, c'est ce qui le choque. C'est comme un adulte finalement, et peut-être encore plus fortement sur un enfant. Donc je crois que ça, c'est pas acceptable, si vous voulez, qu'il n'y ait pas une sorte d'écologie de l'environnement. Mais je pense que globalement, ça s'est plutôt amélioré parce qu'il y a une pression forte de l'opinion. Alors, le bébé, Madonna, la violence à la télévision. Madonna, je suis pour rien. Oui, moi, non, mais bien sûr, mais la violence à la télévision non plus. Bon, on peut avoir, la question va peut-être vous étonner, on peut avoir l'impression que, en dehors de l'environnement et de l'écologie, dont on va leur parler, vous incarnez un peu un certain nombre de valeurs à la fois familiales et morales. Est-ce que vous acceptez ça? Oui. Est-ce que vous seriez la version de gauche du combat pour les valeurs de Philippe de Villiers? Surtout pas. Surtout pas. Surtout pas, parce que je pense que, au fond, la vie familiale n'a pas à être exploitée en politique. Je veux dire par là que chacun construit son bonheur comme il le pense, avec la liberté des mœurs qu'il le souhaite. Moi, j'ai souhaité avoir 4 enfants parce que je viens d'une famille nombreuse et que j'aurais pas imaginé ma vie sans enfants. Mais on peut être très heureux sans enfants, on peut être très heureux marié, non marié, vivant en couple, non en couple, changeant de partenaire, ne changeant pas de partenaire. Je crois que ce qui est très important, c'est respecter les libertés. Ce que fait Philippe de Villiers, c'est des leçons de morale, en disant il faut se comporter comme ceci, il faut faire cela. Personne n'est allé voir d'ailleurs dans sa propre vie s'il respectait les leçons de morale qu'il donnait aux autres. Donc moi, je me garderais bien de faire des leçons de morale. Je respecte le bonheur, c'est quelque chose de fragile. On m'a traité de superwoman, mais vous savez, tout cela est très fragile. Il suffit que j'ai un enfant qui tombe gravement malade, et pour moi, le choix est fait. Je m'occuperai de lui et j'arrêterai la politique. Donc tous ces équilibres-là sont extrêmement fragiles, et c'est surtout pas aux hommes politiques de donner des leçons sur l'organisation de la vie privée. Alors, ces dernières semaines, on a, et encore avant-hier, donc tout récemment, on a assisté à une recrudescence des violences dans un certain nombre de banlieues. Oui. Alors, on ne va pas parler du problème des banlieues, on en a parlé à cette émission avec d'autres personnalités, mais ce que je voudrais savoir, c'est il y a depuis quelque temps un certain nombre de maires, de gauche ou de droite, ce n'est pas une tendance politique, qui considèrent qu'on n'a probablement pas été assez répressif contre les bandes de casseurs. Est-ce que c'est quelque chose, c'est un avis que vous partagez?
C'est difficile de trancher de cette façon-là, mais en tout cas, c'est vrai que c'est un sujet majeur de société, ce problème de la vie dans les banlieues. Il rejoint d'ailleurs les problèmes d'environnement. Moi, j'essaye de m'y atteler autant que je peux à la tête du ministère de l'Environnement en mettant en place des chartes de l'écologie urbaine qui sont là, que je vais lancer. L'écologie urbaine, la qualité de la vie, les territoires. Parce qu'on en revient à ce problème-là, à ce problème d'équilibre et à ce problème de la transparence, de la façon dont les citoyens participent aux choix qui sont les leurs. Donc c'est vrai que je n'ai pas de réponse toute faite. Je pense qu'il faut que nous y réfléchissions. Nous allons y réfléchir dans ce groupe témoin, justement. Tous ces problèmes-là, nous devons aller en profondeur des choses. Ne plus trancher les problèmes par des principes ou des yakas. Je crois que tout doit être remis sur la table, et d'abord ce problème-là. Il y a un philosophe, Luc Ferry, qui vient de publier un ouvrage qui s'appelle « Le Nouvel Ordre écologique » et qui met en garde contre ce qu'il appelle, je crois, l'intégrisme écologique. C'est-à-dire ceux qui font passer la nature avant tout et même avant l'homme et qui vont jusqu'à demander que l'on reconnaisse des droits à la nature et aux animaux, etc. Est-ce que cette espèce d'intégrisme écologique vous inquiète ? Il m'inquiète, non, mais il faut s'en garder. C'est-à-dire que l'intégrisme écologique peut conduire à de mauvaises décisions. C'est-à-dire, effectivement, à quoi servirait-il de protéger telle ou telle espèce animale si c'était aux dépens de la présence humaine ? Même chose pour la protection des paysages ou de la nature. Si je veux me lancer dans une politique de reconquête des paysages, c'est pour maintenir les hommes, c'est pour que le paysage soit un outil de travail pour l'activité humaine, pas pour la beauté abstraite du paysage. Cette idéologie écologiste, est-ce qu'elle a une influence en France sur les mouvements écologistes, à votre avis ? Oui, et je pense qu'elle est présente dans les mouvements écologistes. Mais finalement, elle sert aussi d'aiguillon. Car sur la protection des espèces, c'est important aussi de protéger les espèces. D'ailleurs, au sommet de la planète Terre à Rio, nous avons décidé, par la biodiversité, la protection des espèces. Mais il faut toujours garder à l'esprit que si l'on protège les espèces, donc le patrimoine de la faune et de la flore, c'est aussi parce que c'est un enjeu majeur pour l'équilibre du patrimoine naturel, donc des hommes qui habitent ce patrimoine naturel. Et à Rio, il y a eu cette phrase terrible du président pakistanais, qui est le président des pays pauvres, disons pour simplifier, et qui disait ceci: mais comment voulez-vous qu'un homme du tiers-monde, qui est assis sur un tas d'ordures, puisse s'intéresser à l'oiseau qui vole au-dessus de lui ? C'est ça, l'écologie responsable, c'est de se dire, éliminons d'abord les déchets sur lesquels vit cet homme, apportons-lui de l'eau potable, et c'est comme cela aussi que l'on sauvera l'oiseau qui est au-dessus de lui, mais pas l'inverse. Ne commençons pas à sauver l'oiseau avant de donner de l'eau potable à l'homme qui est en dessous de l'oiseau. Est-ce qu'on n'est pas à une époque où il y a un choix terrible et impossible à faire, cette montée de la préoccupation sur l'environnement, tout à fait légitime, intervient dans les pays développés, juste à un moment où il y a une crise de croissance terrible et où le problème de chômage, on sait ce que c'est chez nous, où le problème de chômage se pose d'une façon très aiguë. Est-ce qu'il n'y a pas un conflit qui n'est pas soluble entre les deux, la préoccupation de l'environnement et la préoccupation de l'emploi, entre une logique écologique et une logique productiviste, disons? Si, il y a un conflit qui sera de plus en plus dur au fur et à mesure que si la crise économique continue, ce conflit sera de plus en plus dur. C'est ce qui m'inquiète d'ailleurs. Car le conflit, il est entre les échéances immédiates à court terme. On le voit bien, lorsque l'on dit à une entreprise, écoutez, vous polluez, vous avez sali cette rivière, il faudra des siècles pour la reconquérir, pour nettoyer les nappes phréatiques. Elle nous dit, mais écoutez, moi, c'est bien simple, je licencie mes 10 salariés. Et alors, qu'est-ce que vous dites ? Donc ce chantage-là, on l'a en permanence. Mais moi, mon rôle de ministre de l'Environnement, c'est de tenir bon sur le long terme. C'est de dire, écoutez, si vous faites cet effort-là, il y aura peut-être un coût transitoire. Mais ensuite, vous deviendrez aussi plus compétitif. Et s'il y a quelqu'un, ou un certain nombre de gens, dans un bourg de Bretagne ou des Deux-Sèvres, qui défilent dans la rue avec des panneaux disant « Ségolène Royal, responsable de la perte de nos emplois », je pense que l'environnement, si la politique de l'environnement est bien suivie, elle peut à la fois protéger les emplois et protéger l'avenir. C'est ça l'immense défi. Protéger les emplois, parce que nous avons aussi les moyens d'aider les entreprises à se remettre aux normes. Nous avons les agences de l'environnement, le ministère de l'Environnement y aide, donc nous devons soutenir... Vous avez l'argent nécessaire ? Oui. Oui, à condition seriez-vous le seul ministre content de son budget ? Oui, je suis contente de mon budget, ça va vous étonner. Oui, ça va surtout étonner M. Bérégovoy. Parce que je peux faire beaucoup avec ce budget-là. Pourquoi ? Parce que l'environnement, un franc donné dans l'environnement fait un effet de levier considérable. Dire, on met un franc, s'il y a une entreprise qui pollue, que je veux aider à dépolluer,
Je dis à la collectivité territoriale, il faut l'aider aussi. Je dis à l'entreprise, aidez-vous aussi. Je dis à la région, aidez aussi l'entreprise. Je dis à l'Europe, aidez aussi l'entreprise. Et donc, à partir du moment où le ministère de l'Environnement cautionne une action, il y a une multitude de cofinancements qui arrivent sur cette opération-là. Et les emplois, on les sauvera, et l'environnement, en même temps, on arrivera à le protéger. C'est ça le défi majeur aujourd'hui. C'est ça la social écologie. C'est de sauver à la fois l'emploi et en même temps pour les générations d'aujourd'hui et l'environnement pour les générations futures, donc l'emploi pour les générations futures. Car si aujourd'hui la croissance ne s'appuie pas sur la protection de l'environnement, ce ne sera pas une croissance durable. Donc le défi, il est majeur, car ce seront les générations de demain qui devront payer le nettoyage de la rivière polluée, le nettoyage de la nappe phréatique polluée. Donc elles ne pourront pas créer les emplois nécessaires. Tout l'argent sera mis pour dépolluer ce que ceux qui ont été là avant ont fait. Donc protéger les emplois du futur, c'est lutter aujourd'hui pour la protection de l'environnement. Une dernière question. On est à l'époque du salon de l'auto. Dans le sondage du journal du dimanche dont parlait François-Henri tout à l'heure, il y a une question où on demande est-ce que vous êtes d'accord pour qu'il y ait des nouvelles restrictions à la circulation des voitures en ville. Il y a 3/4 des Français qui disent oui, nous sommes d'accord pour de nouvelles restrictions. Oui. Est-ce que vous croyez à cette proportion? C'est énorme et c'est très nouveau. Ce que je crois, c'est que les Français aiment beaucoup leur voiture, mais que la voiture des autres les gêne beaucoup. Mais que c'est pas pour ça qu'il faut rien faire. Et quand j'ai fait la fête de la planète à propos de Rio, que j'ai appelé tous les maires des grandes villes, Jacques Chirac et tous les autres maires, Bordeaux, Marseille, Lille, Toulouse, tous les maires ont dit banco, on fait une journée sans voiture. C'est comme ça qu'on a vu le boulevard Saint-Germain sans voiture, avec plus de 100 000 personnes descendre dans la rue. Je crois que la reconquête de l'espace urbain, c'est aussi un défi majeur pour l'environnement. C'est une de mes priorités. La reconquête de l'espace urbain, faire des sites propres, développer les transports collectifs haut de gamme, de qualité, où les gens ont du confort. Et à ce moment-là, quand il sera plus... Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Quand il y a un embouteillage, on est mieux dans sa voiture que dans le bus coincé dans le même embouteillage. À partir de là, c'est pas possible. Le combat entre la voiture et le transport collectif est inégal. Forcément, c'est la voiture qui gagne. Quand on arrivera à changer ça, qu'on sera mieux installé dans un transport collectif parce qu'il n'y aura pas d'embouteillage que dans une voiture où il y a un embouteillage, à ce moment-là, on aura gagné. Autre sujet, il y a 3-4 ans, vous êtes parti en guerre contre l'heure d'été. Vous êtes devenu ministre, député, ministre, etc. Et puis l'heure d'été, ou l'heure d'hiver est toujours là. Et oui. Alors, votre efficacité peut être mise en doute, là. Oui, mais c'est pas pour ça que je vais abandonner. Le vrai problème, c'est que, en gros, l'opinion se partage en deux. C'est-à-dire, autant de Français sont favorables, autant de Français sont défavorables. L'autre problème, c'est que la France, qui en 1976 a eu cette idée absurde de changer l'heure, c'est-à-dire de dire au soleil, on va prendre un décret pour dire au soleil à quelle heure il se couche. Et qui a été imité par tout le monde. Et qui a été imité par tout le monde, a maintenant un complexe au plan international. Qu'est-ce qui bloque aujourd'hui? Ce sont les diplomates qui bloquent en disant, mais comment, ayons le sens du ridicule, on va parvenir au plan européen en disant, on s'est trompé en 76, maintenant, hop, tout le monde fait marche arrière. Mais je n'ai pas désespéré, rendez-vous en mars prochain. Ce sera dur, mais j'y arriverai peut-être. Voilà. Il y a d'autres rendez-vous. Parce que c'est en mars que change l'heure. Oui, l'heure. C'était pas à propos d'un autre rendez-vous. Bien, je note simplement, madame, que parmi vos deux priorités, protéger les paysages, lutter contre le bruit, qui sont les deux priorités de votre action, viennent en queue, sondage pour sondage, viennent en queue du sondage du journal du dimanche, faux. Ipsos, dans les préoccupations. C'est faux, monsieur de Virieux. Non. Car si vous lisez les lignes au-dessus, reconquérir les rivières, c'est le paysage. Remettre des espaces verts en ville, c'est le paysage. Donc si vous faites la somme de tout ce qui se rattache au paysage, et le bruit se rattache au paysage, comment voulez-vous regarder un paysage s'il y a du bruit? Et ces deux priorités-là, le paysage et le bruit, elles interviennent peut-être pas au même titre que les déchets, mais les Français ont répondu les déchets parce qu'il y avait une crise. En revanche, ces deux priorités-là, je vais vous dire pourquoi je les ai choisies. Parce que c'est là où il y a les inégalités les plus profondes devant la qualité. Oui, mais c'est très important, donc, parce que c'est 10% là de Français qui disent ça. Ils sont beaucoup plus nombreux, parce que si on fait la somme, ça fait au moins 50% pour les paysages. C'est aussi ceux qui probablement se prononcent le moins sur les problèmes d'environnement. Merci madame. C'était donc l'heure de vérité de madame Ségolène Royal, ministre de l'Environnement, à la veille du Conseil des ministres de l'Environnement des 12 qui va se tenir à Luxembourg mardi. Rediffusion de cette émission sur France 2 cette nuit à 1h16 et sur TV5 Europe demain lundi à 11h. Alors prochain invité, monsieur Édouard Balladur, qui est auteur de ce livre, du Dictionnaire de la Réforme, à paraître chez Fayard. Et alors monsieur Balladur écrit, page
93, au mot environnement, plutôt au mot écologie. Mieux sanctionner les infractions et dicter des obligations nouvelles, c'est bien, mais il faudrait surtout faciliter la création d'associations qui équilibreraient la puissance des administrations et des entreprises. Est-ce qu'à votre avis, c'est l'essentiel? Oui, sauf que les associations n'ont pas besoin de la permission de M. Balladur pour se constituer. Heureusement, il y a des décennies qu'elles existent dans ce pays, et grâce à elles, d'ailleurs, l'environnement a fait beaucoup de progrès. Merci, madame. Dans 6 minutes, le journal présenté par Hervé Claude. Bon appétit à tous et bon dimanche.